Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi TCG. Je suis ravi aujourd'hui de faire cette vidéo pour continuer à vous présenter mes aventures dans le Multi TCG en 2025. Vous le savez, sur la chaîne, on a décidé d'être beaucoup plus polyvalent et d'essayer de vous parler de plus de TCG qu'on a pu le faire sur l'année 2023 et 2024. Ça passe par le podcast Multi TCG, mais ça passe aussi par notre expérience personnelle sur ces différents jeux. Il y a quelques jours, je vous ai fait le débrief de mon premier tournoi sur Star Wars Unlimited, avec notamment la sortie du 7-4. Et bien cette fois-ci, je vais vous faire le débrief de mon premier tournoi sur One Piece Card Game. C'était un tournoi qui autorisait les cartes de OP10, donc qui est très actuel dans le metagame. Je vais commencer par vous présenter ma decklist et ensuite je vous ferai un débrief ronde par ronde des match-ups et des adversaires que j'ai pu rencontrer. Je vous invite à laisser un pouce bleu sur cette vidéo, à partager dans l'espace commentaire et à vous abonner à la chaîne. En laissant un pouce bleu et en laissant un commentaire sur la vidéo, vous pouvez tenter de remporter un bon d'achat de 80 € une fois par mois. On tire au sort un commentaire parmi toutes nos vidéos et on annonce les gagnants dans le podcast Multi TCG. Et enfin, vous pouvez rejoindre notre site labelcarte.fr, lien dans la description, des produits One Piece Card Game pour ceux que ça intéresse. Et vous avez le code ValetPL 2025 qui vous donne 5% de réduction sur votre première commande. On est parti, on va commencer par la présentation du deck. Et donc j'ai décidé de jouer l'ami Purple Luffy. Donc Purple Luffy, c'est un deck qui n'est pas considéré comme tier 1 actuellement en OP10. On va dire que les meilleurs decks du format sont plutôt les decks Barbe Noire et Shanks. Mais ça reste un deck qui existe déjà depuis OP5, qui est redevenu sur le devant de la scène depuis la sortie du starter deck violet, donc ST17 ou ST18 je crois. Qui lui a apporté de très très bonnes nouvelles cartes. Et donc c'est un bon deck tier 2 qui existe quand même, qui gravite autour du metagame. J'ai décidé de jouer ça parce que je n'avais pas reçu toutes les cartes pour pouvoir finaliser mon deck Barbe Noire, mais il y a de grandes chances que pour la suite des événements, eh bien je joue Barbe Noire. J'ai participé à un petit tournoi local de la communauté toulonnaise, pareil dans la boutique à côté de la zone industrielle de la Garde, qui s'appelle Tactical Squad. Effectivement, je vais cacher le petit logo Flesh and Blood parce qu'on n'est pas du tout sur un stream, un segment dédié à Flesh and Blood, mais plutôt à One Piece Card Game. Et oui, avec le multi-TCG, parfois, on s'y perd. C'était un tout petit tournoi local de 8 joueurs. C'était le premier tournoi de la boutique. Donc on est content d'avoir réussi à réunir 8 joueurs. C'est comme ça qu'on débute, qu'on crée une communauté. J'avais ramené pas mal de copains à moi qui eh bien, découvraient ou jouaient aussi, mais dans leur coin à One Piece Card Game. Et ce petit tournoi communautaire, moi, je le voyais un peu comme pareil, un galop d'essai pour, entre guillemets, mesurer mon niveau en physique à d'autres joueurs. À la différence de Star Wars, où j'ai intégré un playgroup qui jouait déjà au jeu depuis pas mal de temps et qui ont pu me donner pas mal de trucs et astuces et qui ont pu m'aiguiller sur le metagame, et j'ai pu me nourrir du coup des games avec eux pour évoluer et atteindre un niveau de jeu convenable. Sur One Piece Card Game, c'est un peu différent. J'ai appris à jouer il y a pas mal de sets en OP6. Mais par contre, voilà, quand j'ai repris là en OP9 pour du contenu compétitif, pour essayer de vous présenter de plus en plus de multi-TCG sur la chaîne, j'ai un peu tout appris tout seul. C'est-à-dire que j'ai été regarder pas mal de vidéos sur Internet et j'ai beaucoup joué sur des simulateurs que je ne citerai pas parce que ce ne sont pas des softs officiels. Donc là, ça me permettait de valider entre guillemets les acquis que j'ai essayé d'acquérir tout seul. Donc mon qui dit Luffy, deck violet, l'idée c'est d'essayer de ramper, donc de s'accélérer en ressources, en donne, pour pouvoir jouer des personnages puissants rapidement. Pas de gestion, on veut vraiment agresser vite et fort. Je vais vous présenter évidemment la decklist et puis ensuite on fera un petit débrief des rondes tout simplement. Au niveau de mes donnes, parce que on se fait plaisir sur le pimp à One Piece. Donc là, j'ai la version alternative du leader qui a été distribuée pour ceux qui sont abonnés à la société de gradation PSA. C'est comme ça qu'on récupérait cette carte-là. Alors moi, je n'y suis pas abonné, mais je l'ai récupérée après coup. Et mes dons, j'ai décidé de jouer les dons promotionnels Boa Hancock qui sont magnifiques. Hein. Je vous laisse regarder. Alors moi, je fais partie de la team qui unifie ces dons. Il y a des gens qui préfèrent déparer tous leurs dons. C'est exactement comme les Manabas et Magic, hein, où vous jouez tous les mêmes skins, ou alors vous dépariez. Moi, j'aime bien l'uniformisation. Au niveau de la decklist, on commence par 4 Trafalgar Law. Donc lui, c'est un searcher qui va permettre de trouver des cartes Mugiwara dans notre deck. C'est le seul tour 1 du jeu qu'on joue, donc c'est la seule carte qu'on
peut vouloir jouer dans les premiers tours. À noter que sur One Piece Card Game, c'est pas grave de pas faire grand-chose sur les premiers tours. On va rapidement développer des choses puissantes en mid-game. Donc ce lot, c'est une bonne carte si on l'a au tour 1, mais sinon, auquel cas, ça sera un counter 2000 tout à fait satisfaisant. Autre carte qui est plutôt une carte de late game ou un combo, le Usohachi, qui est une des meilleures cartes du deck parce que c'est une carte qui peut défendre à 2000 sur notre board ou nos PV. Et en late game, quand on a 8 dons ou plus, ça permet d'engager un bloqueur pour aller chercher le létal. C'est très souvent un pattern de play qui arrive de je tape ton bloqueur et je vais finir la game. Et les premiers Usohachi qu'on a eu auront surtout servi à défendre notre board. J'ai décidé de jouer un split 2-2 de 2 Trafalgar Law et 2 Bonne Clé. Bonne Clé qui est une carte qui permet de ramper et Trafalgar Law qui est une carte qui permet d'attaquer les bases contrôle avec des mains qui sont très velues, comme on dirait. Ce deck-là, Luffy, c'est un deck qui veut commencer, donc qui veut jouer en impair pour avoir une boucle de développement de jeu qui permet de commencer avec un don, puis ensuite 3 dons plus 1 avec son effet, donc 4, puis ensuite 6 dons plus 1 avec son effet, 7. Donc en gros, on veut jouer en 1, 4, 7, et donc ça nous permet en fait, dès le tour 2, en faisant l'effet de notre leader, de pouvoir jouer Bonne Clé, qui nous permet d'activer et de charger un don de plus, ce qui nous permet au troisième tour eh bien, d'avoir les 7 manas nécessaires pour jouer les cartes de notre deck, sans activer eh bien, le pouvoir de notre leader, qui nous coûte quand même un PV. Donc c'est une carte qui peut être intéressante. Il y a des gens qui la jouent à 4 exemplaires. Je pense que le split de 2 est relativement bien, parce que ce n'est pas une carte qui attaque hyper bien au demeurant. Je préfère toujours au tour 4, si j'ai le choix, développer notamment un Zoro-Juro. Zoro-Juro qui est une des meilleures cartes du jeu, de ce jeu-là, parce que c'est un bon frappeur. On est quand même sur un deck qui veut développer de bonnes mathématiques et taper fort. Lui, il tape à 6000 pour 4. Il va arriver tour 2 parce qu'on va avoir rampé de 1 avec notre leader. Et en plus de ça, il va pouvoir fetcher un Mugiwara dans notre deck. Et donc souvent, trouver la suite du développement de notre jeu, notamment le Luffy Taro dont on parlera un peu plus tard. Ici, on a cette carte-là, Kamazo, qui n'a aucun intérêt à être jouée. C'est un peu bizarre quand on découvre One Piece Card Game, mais il y a beaucoup de cartes dans notre deck qui ne servent pas à être jouées, sauf cas spécial. Ça reste un 5000 pour 4. Si on n'a rien à faire au tour 2 et qu'on n'a pas d'autres cartes à développer sur le board, on va le jouer. Donc, c'est un colmateur de brèche si jamais notre deck manquait de consistance, ce qui n'est pas le cas, mais ça peut arriver une fois sur 10 games. Des fois, tu n'as rien à faire au tour 3. On va jouer ce Kamazo comme un frappeur à 5000, mais c'est souvent un counter 2000, voilà, tout simplement. Et j'ai perdu le focus, c'est bon. C'est pas une carte Mugiwara, on peut pas le fetcher. Il est juste là pour être counter 2000, drop 4. Ici, on a 2 Onami bloqueuses qui servent à être jouées sur l'effet de Luffy Taro dont je vous parlerai plus tard, et qui en plus en late game nous permet de structurer notre main en jetant une carte puis en piochant 2. Il faut avoir 8 dons pour ça. C'est pas très dur d'avoir 8 dons dans notre deck, mais on peut pas le faire trop rapidement dans la game. Ici, on a Eustaskid. C'est une carte qui n'est pas présente dans toutes les decklists de Purple Luffy, mais qui, à mon sens, est totalement indispensable. Non pas qu'un 6000 bloqueur pour 5, ça soit une carte complètement délirante, quoi. Mais parce que c'est une carte qui donne beaucoup de valeur au go second. En gros, ce deck-là, il veut go first. Mais il se trouve que parfois, tu vas perdre le dé et c'est ton oppo qui va commencer. Et quand ton oppo va commencer, tu vas être très content de trouver un Eustaskid au Mulligan. Parce que du coup, quand tu ne vas pas commencer, au lieu de développer tes dons en impair et donc commencer avec un don, puis 3 dons, eh bien, tu vas commencer avec 2 dons, puis 4 dons. Et donc ensuite, suite à cela, grâce à l'effet de ton leader, Monkey D. Luffy, eh bien, tu vas pouvoir, sur ton tour 2 à 4 dons et non pas à 3 dons, eh bien, ramper de 1 et jouer directement un kid. Du fait que tu sois en go second, tu peux potentiellement être le joueur qui se fait attaquer. Et dans ce cas-là, le fait d'avoir dès le tour 2 un kid qui est 6000 pour 5, qui peut bloquer et qui en plus a une capacité qui te permet de moins subir les effets négatifs de certaines de tes cartes, bah c'est une carte qu'on va vraiment chercher en go second et qui est vraiment très utile dans le deck juste pour ça. La plupart des parties où je vais commencer, globalement, je ne vais pas jouer Skid, ça va être un counter 1000. Mais c'est aussi ça, identifier quels sont les patterns de play intéressants de ton deck en fonction de quel match-up et quand est-ce que jouer tes cartes ou ne pas les jouer. Et c'est un truc que j'ai appris à One Piece. Là, je vous parle de mon aventure. J'essaye de vous faire évoluer avec moi dans ces jeux-là que
découvre, en tout cas un peu plus en profondeur. Vous savez que je suis tous les TCG depuis longtemps, mais là, j'y mets vraiment la main à la pâte pour être compétent sur tous. On apprend beaucoup à One Piece quand on se rend compte qu'il y a beaucoup d'intérêt à ne pas jouer ces cartes. L'organisation des dons est souvent parfois une optimisation plus importante que de jouer spécifiquement nos cartes, quoi. Ici, on a un autre drop 5 qui est Sangoro. Sangoro, c'est la meilleure carte que l'on veut trouver sur notre tour 3. Le tour 3 où on aura, en ayant rampé 2 fois, 7 dons pour pouvoir jouer la carte clé du deck qui est le Fitaro. Et c'est la meilleure carte que l'on puisse descendre avec le Fitaro. C'est un 6000 pour 5 qui nous permet de piocher une carte quand on attaque si on a 8 dons. Et en fait, je vais vous montrer directement le Fitaro, hein, c'est vraiment la boucle qu'on veut mettre en place. Le Fitaro, c'est cette nouvelle carte qui est sortie dans le starter deck et qui a redonné, entre guillemets, de belles perspectives compétitives au deck. C'est un 8000 pour 7. Quand il est joué, on fait Don-1, donc on prend un de nos Dons et on le remet dans notre deck de Don. Mais par contre, on peut jouer un Mugiwara qui coûte 5 ou moins. Et donc, tout le pattern de play de ce deck-là, c'est de commencer, d'ouvrir avec un Don. Tour 2, vous avez 3 Don plus 1 avec l'effet de Luffy, 4. Tour 3, vous avez donc 6 Don plus 1 avec l'effet de Luffy, 7. Et vous faites donc du coup Luffy Taro, moins un Don. Si jamais vous avez un Kid, vous allez récupérer votre Don parce que c'est l'effet du Kid. Mais sinon, on va dire qu'on est sur moins un Don. Et avec ce Luffy Taro, il y a 2 cibles qu'on veut descendre, Sangoro ou alors le Zoro que je vous ai montré juste après. Et ça, ce pattern de play, tour 3, je mets un body 8000 sur le board qui descend à un body 6000 qui en plus, si vous avez bien compris, eh bien, va me faire piocher le tour d'après en attaquant parce que je suis à 7 dons moins 1, je suis à 6 dons. Je vais développer 2 dons de plus le tour d'après, je serai à 8 dons. On a le pattern de play parfait pour le tour d'après pouvoir attaquer à 6000, draw une carte et attaquer à 8000. Et tout le deck tourne autour de cette consistance-là, essaye de faire ça le plus régulièrement possible. Et spoiler, il y arrive très bien. Parce qu'à One Piece, on a la capacité à piocher quand même des cartes facilement. On a des searchers. Donc ça marche bien. Et surtout, on a un mulligan gratuit qui aide énormément. Maintenant, sur les cartes de late game, on a ce Sanji-là, qui lui est assez fort. Parce que on play, pareil, pour un don de moins, et bien dans ce cas-là, on va pouvoir engager un personnage adverse. Et en plus, il aura le rush. Ça permet notamment d'engager un bloqueur pour pouvoir passer des dégâts. C'est assez rare qu'avec Purple Luffy, on soit amené à trade le board. On a souvent envie d'être l'agresseur, d'outrepasser, d'ignorer les cartes de l'adversaire. Le problème, c'est que les cartes bloqueurs, on ne peut pas les ignorer. Tu es un peu obligé de taper dedans parce que sinon, il peut bloquer les attaques que tu vas faire sur le leader. Et ça, Sanji, c'est une manière supplémentaire avec Usohachi d'ignorer les bloqueurs de l'adversaire. Autre grosse carte de late game, le Monkey D. Luffy, qui est un 10 000 pour 9. On play, qui nous permet de renvoyer un don dans notre deck de don et de lui donner rush et de piocher une carte. Ça nous permet pour 9 d'avoir un 10 000 qui attaque en rush et c'est hyper puissant pour finir les parties ou pour aller chercher un gros body, notamment les decks verts. Vous le verrez dans mon débrief de tournoi, les decks verts vous obligent quand même à taper les personnages sur le board plutôt que de taper le leader. Et bien ça, ce sont des opportunités pour aller taper fort sur les personnages. Vous avez ici Charlotte Linlin qui permet au deck d'avoir quand même, sous certains aspects, un pattern de play un peu contrôle quand les games s'enlisent. C'est une carte qui peut vous redonner des points de vie ou gérer un personnage embêtant du board de l'adversaire. Donc c'est une carte qui est un peu obligatoire, même si ça ne participe pas au plan de jeu agressif du deck. Et enfin, la meilleure carte peut-être de One Piece Card Game, au-delà du jeu, ce qui fait aussi que Purple Luffy a le droit d'exister alors que c'est pas du tout le meilleur deck du metagame. Je pense que c'est l'ami Gum Gum Giant, qui est une carte qui est sortie en OP9 et qui donne énormément de valeur au deck violet. Donc là, on va prendre nos Dons. C'est une carte qui, pour un mana, donc en engageant une ressource, va nous permettre de faire Don-2, donc c'est-à-dire de prendre 2 Dons, généralement celui qu'on a engagé, et un autre de nos dons, de le remettre dans notre deck de dons. Donc ça retarde après le développement de nos plays. Et par contre, on va pouvoir défausser une carte de notre main, piocher 2 cartes, donc vraiment ça fait presque de la value, et donner plus 4000 de défense sur notre leader ou sur une carte de notre board. Et cette carte-là, c'est ce qui permet au deck d'être hyper offensif, de pas trop se soucier de la contre-attaque,
parce que dès lors que vous gardez un Don ouvert, si jamais vous avez un Gum Gum Giant dans la main, c'est quasiment impossible pour votre adversaire d'aller attaquer une carte de votre board ou d'aller attaquer vos points de vie. C'est un peu votre assurance tout risque qui vous permet d'avoir ce plan de jeu hyper agressif où on ne se soucie pas trop de ce que les gens font, parce que derrière, il y a Gum Gum Gigant qui va pouvoir essuyer les plâtres du retour de feu finalement. Et donc cette carte-là est hyper puissante. Elle est probablement un peu dans le collimateur de ceux qui ont un avis sur l'équilibrage du jeu. Pour l'instant, violet est pas trop dominant dans le metagame, donc la carte n'a pas été touchée à la dernière banlist. Quand on voit ce qui se passe au Japon et à quel point Gum Gum Gigante peut être responsable aussi de la performance des decks violets, c'est une carte sur laquelle il faut quand même avoir un œil, quoi. Donc voilà maintenant pour la deck tech. L'idée, encore une fois, c'est pas de faire une deck tech pointue pour tous ceux qui connaissent déjà One Piece Card Game, et pour le coup, vous aurez des contenus spécifiques, dédiés spécifiquement à One Piece Card Game. Il y a plein de contenus français qui font ça très très bien. Moi, l'idée, c'est plutôt d'être un passeur d'informations, d'essayer d'intéresser une partie de ma communauté multi-TCG aux différents TCG. Et donc l'idée là, c'est plutôt de vulgariser le deck pour parler à ceux qui connaîtraient peut-être pas, ou alors ceux qui sont débutants ou plus casual. Je suis moi-même l'enthousiaste qui débute sur One Piece Card Game, et j'ai à cœur de partager mes avancées et mes aventures sur ces différents jeux-là. Je l'ai fait sur Star Wars, je le fais sur One Piece, je le ferai sur Altered quand j'en aurai l'occasion. L'idée, voilà, c'est vraiment sur toute l'année 2025 de pouvoir vous débriefer tous les petits tournois que je fais. Voilà pour la deck tech. Maintenant, on va passer au débrief ronde par ronde. Donc, le tournoi d'hier, on était 8 joueurs. C'est un petit tournoi, mais on a quand même fait 4 rondes et non pas 3, ce qui nous a permis quand même d'avoir un volume de jeu un peu plus conséquent. Il y avait de tous les niveaux, des gens qui savaient jouer et qui jouaient à One Piece depuis pas mal de temps, et d'autres qui étaient plutôt débutants. Donc, c'était assez intéressant en termes de diversité de profils. Je vais passer directement sur mon premier adversaire, qui donc du coup jouait Green Yellow Yamato, qui est actuellement dans le chat. Salut à toi, Gim428, qui d'ailleurs est la personne qui m'a appris à jouer à One Piece à l'époque de l'OP06. C'est lui qui m'a montré la première fois comment le jeu fonctionnait. Et donc là, on s'est affronté première ronde. Gim, lui, jouait Green Yellow Yamato, qui est un deck qui n'est pas vraiment méta, qui je pense est plus un deck de cœur ou de plaisir pour lui. Ça reste, attention, un deck dont il faut forcément se méfier, parce que c'est un deck qui est très agressif. Yamato, c'est un deck vert-jaune qui va taper fort. La spécificité du leader, c'est que le leader a double frappe. Donc si jamais le leader vous touche un PV, vous allez prendre directement 2 points de vie au lieu d'un. Donc c'est quand même hyper agressif. Mais c'est vrai que ça a perdu un peu de sa superbe, là où ça avait un peu plus de choses à faire valoir dans les sets précédents. Donc je m'assois à la table contre Gim. Je crois de mémoire que c'est moi qui gagne le toss, donc je décide de commencer. Ça me permettra de mettre en place ma boucle impair de 1, 4, 7 avec mon leader. Je crois que je prends rapidement le board et j'arrive donc du coup à imposer pas mal d'agressivité et d'agression. Je bloque les attaques. En fait, toute l'idée de Green Yellow Yamato, c'est de savoir qu'il est important de préserver ses points de vie. Le board, on va l'avoir, parce que Purple Luffy, c'est un spammer de board, et vous jouez des cartes qui sont conséquentes. Yamato n'a pas le temps et le loisir d'aller trader votre board. Son plan de jeu, c'est vos points de vie. Notre plan de jeu, c'est les points de vie de Yamato. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre dans ce match, de ce que moi j'en ai compris, attention, ce n'est que ma lecture au vu des quelques games que j'ai pu faire sur simulateur et contre Gim, c'est que le board va nous être favorable quoi qu'il advienne. Ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est protéger notre pool de PV. Et notamment sur les phases de jeu où ce Yamato, donc cette Yamato pardon, qui a double frappe, va être couplé à cette petite Nami qui a le pouvoir de donner banish à un personnage. Et donc si dans un tour, le Yamato adverse arrive à donner double frappe, à donner banish double frappe à Yamato, bien ça veut dire que si la Yamato hit vos PV, vous allez perdre 2 PV d'un coup, mais en plus, vous n'allez pas les mettre dans votre main, vous allez les mettre directement dans votre trash. C'est ça la capacité banish. Et c'est un peu le power play, le power turn que peut proposer Yamato. Pour tout le reste du deck, je trouve que globalement, les bodies de Purple Luffy sont des meilleures cartes overall avec des meilleures stats. Donc il n'y a pas trop d'autres inquiétudes à avoir que vraiment le leader qui peut être chargé de don et banish avec Konami, et du coup créer un écart de PV hyper impactant. Comme je savais à quoi m'attendre avec Yamato,
J'ai fait en sorte de protéger mes PV au mieux. Mon adversaire n'a pas eu la meilleure des sorties possibles avec son deck non plus, ce qui m'a permis de remporter cette première ronde 1-0. Il faut savoir que à One Piece Card Game, on joue en BO1, donc tu n'as pas le droit à l'erreur, hein. Tu t'assois, tu as une game, elle se passe bien, elle se passe mal, tu n'en auras pas une deuxième. C'est pas du BO3, c'est pas du BO2, c'est une game et il faut te débrouiller avec ça, quoi. Deuxième match-up, je m'assois face à Nico, qui est un copain à moi, qui sait jouer à One Piece, hein. On joue à One Piece de temps en temps ensemble. Il joue Bonnie, c'est un peu son deck de cœur. Le premier leader sur lequel il est parti à l'époque de l'OP7, et du coup il le joue depuis tout ce temps-là, donc il le maîtrise plutôt bien. Effectivement, je reviens très rapidement. Guy me rappelle un play qui a été hyper clutch dans le match. En fait, en gros, ça a été hyper important pour moi de réussir à protéger mon Sangoro. Et donc c'est vrai que à un moment où il a essayé par le board de venir contraindre le mien et attaquer ce Sangoro, j'ai pu le défendre de mémoire avec un Gum Gum Gigante, la fameuse carte dont je vous parlais, et ça a fait une vraie différence sur notre BO, ouais, tout à fait. Mais protégez vos Sangoro, hein. L'avantage du deck de Luffy, c'est que vous avez peu de cartes à jouer. Vos cartes que vous jouez sont très puissantes, mais du coup, vous avez beaucoup de cartes en main, et toutes ces cartes en main vont vous permettre, en combo défensif, de protéger vos cartes sur le board. C'est hyper important. C'est un deck, étonnamment, finalement, j'ai pas fini de parler du deck Monkey D. Luffy, qui peut paraître simple au premier abord, dans le sens où bah, tu joues des bodies et tu attaques, et tu as un plan de jeu agressif. C'est faussement simple, Purple Luffy. La première fois que j'ai joué le deck sur simulateur, et sur simulateur, il n'y a que des bons joueurs, vraiment, j'ai dû perdre 10 games d'affilée, quoi. Parce que il faut quand même une fine gestion de tes donnes, une fine gestion de ton board, comprendre que la plupart des cartes, elles ont plus d'intérêt à être dans ta main que sur le board. Et donc, quand un mec joue bien Purple Luffy, ça a l'air facile. Mais si je vous mets Purple Luffy la première fois dans les mains, vous allez vous amuser et jouer vos cartes, mais vous n'allez pas bien les jouer. Et c'est vrai qu'il y a quand même une gestion assez fine à la fois des donnes et des cartes que tu dois déposer sur ton board pour pouvoir t'en sortir. C'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été aussi simple que ça. On a Bonnie, donc le deck de Nico, qui est le plus mauvais match-up, je pense, de Purple Luffy, dans le sens où Purple Luffy est un deck, comme vous avez pu le voir à la deck tech, qui n'a aucune gestion de board. C'est nous qui imposons notre rythme, on prend le board et on ignore juste le board de l'adversaire. Si le board de l'adversaire il vient essayer de trade nos personnages, on les défend. S'il vient essayer de trade nos points de vie, on les défend. Mais globalement, nous, on va pas gérer ce que fait l'adversaire. S'il a des bloqueurs, on va tout au plus les engager pour passer à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que le problème de ce deck-là, c'est qu'il y a énormément de cartes qui va contraindre notre propre board et dont on ne pourra pas se débarrasser par des événements ou par des effets on-play. Je prends l'exemple de ce Captain Kid. Ce Kid, c'est un 8000, donc il y a de grosses statistiques, plus grosses que beaucoup de cartes de mon deck, et qui, lorsqu'il est engagé, et on peut l'engager au moment où il arrive en jeu, eh bien, demande spécifiquement que l'entièreté des cartes de l'adversaire passe d'abord par ce Kid avant d'aller attaquer n'importe quelle autre carte de votre board ou n'importe quel ou votre leader tout simplement. Donc ce qui fait que sur le board de mon adversaire, il y a souvent un Kid qui m'oblige d'abord à aller taper au-dessus de 8000 si tant est qu'il ne puisse pas le défendre, pour pouvoir avoir le droit d'établir mon plan de jeu et d'aller taper directement dans le leader. Le problème, c'est que l'entièreté de ce deck-là essaye de protéger ces cartes clés, qui vont être notamment les carottes, qui vont pouvoir étourdir, on va dire, un personnage. Donc du coup, on ne peut pas attaquer avec un personnage tous les tours, parce que carotte va nous le tenir en respect. On ne peut pas attaquer les autres personnages, notamment les carottes de l'adversaire, mais le leader, parce que ce Kid nous bloque le passage. Et en plus de ça, le deck joue plein de bloqueurs qui vont venir bloquer les attaques qui pourraient essayer d'aller faire tomber le Kid pour continuer encore plus à nous embêter. Donc globalement, quand on veut battre Bonnie, c'est un deck qui est très polarisé, du coup, qui va avoir de très bons match-ups et de très mauvais. Tous ceux qui n'ont pas de gestion et qui passent pour le board peuvent quasiment pas battre Bonnie qui sait jouer contre. Inversement, si vous avez un deck plus contrôle qui est capable juste avec un événement de solutionner des personnages, bah dans ce cas-là, vous avez un deck qui push pas beaucoup de dégâts. Bonnie, c'est un deck très défensif mais qui attaque pas très bien. Et donc à ce compte-là, quand on affronte des jeux comme Lucci ou Barbe Noire, on va avoir beaucoup plus de mal à s'en sortir. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai des séquences de game où j'ai un Kid qui est 8000 sur le board, je dois d'abord passer par lui, mais avant même de pouvoir attaquer le Kid, mon oppo, il a des bloqueurs. Donc du coup, il va bloquer.
et puis ensuite je vais essayer de réattaquer et il va défendre. Et en fait, tout ce temps gagné, bah, c'est un moment où derrière, mon adversaire, il peut jouer des Shanks pour gérer mon board. Il peut jouer aussi des Doflamingo qui sont pas présents dans cette liste-là, qui vont engager 3 cartes de mon board. Bref, c'est vraiment le match-up qui est totalement ingagnable. Nico maîtrise parfaitement son deck et a su exactement comment devait se dérouler le match-up. Donc il remporte logiquement cette game-là où je me suis senti vraiment... j'ai rien pu faire. Mon oppo était plus fort que moi et son deck était meilleur, quoi. Donc bien joué à lui. Troisième game. J'affronte le bon PL qui venait faire son premier tournoi One Piece Card Game comme moi. Lui, il joue Shanks rouge, la terreur du metagame, qui est un deck mid-range, vraiment tout ce qu'il y a de plus mid-range, c'est-à-dire qu'on joue que des bonnes cartes. C'est le principe des decks rouges, hein. On a des bons effets avec des bons bodies. L'idée, c'est d'essayer de prendre le board et de venir taper l'adversaire tout en ayant une mécanique défensive sur notre propre leader. Le leader Shanks, il va protéger, entre guillemets, il va baisser de 1000 la force d'un attaquant, ce qui du coup demande à l'adversaire tout le temps de suréquiper en donne les personnages pour pouvoir attaquer favorablement dans les unités ou dans le leader. En plus, il a le loisir de déclencher la capacité quand il veut, ce qui amène un petit jeu de poker menteur et qui du coup t'amène à dépenser beaucoup de donnes pour rien et à moins utiliser de donnes sur le développement de ton propre board. Derrière ça, les bodies sont bons, mais la gestion est très bonne aussi. On a Ben Beckman et Silver Riley qui détruisent des cartes flat du board de l'adversaire. Monkey D. Dragon qui est un très gros attaquant. Shanks qui détruit des cartes de l'adversaire. Et on a ce Shanks 10 hyper puissant qui est un 12 000 pour 10 rush et qui enlève moins 1000 d'attaque à tout le board en effet constant et statique. Donc c'est hyper fort. Donc quand je m'assois face à Shanks, je sais que la game va être compliquée. Je suis pas hyper à l'aise de jouer contre Shanksou. Donc j'aborde pas la game sous les meilleurs auspices. J'ai la chance de gagner le toss, ce qui me permet du coup de jouer... En fait, le fait de gagner le toss, c'est un peu bizarre parce que ça ne désavantage pas tellement Shanks de ne pas commencer. Il a beaucoup de cartes paires. Il est très content de pouvoir aller un tour plus vite à son Silver Riley, par exemple, qui est une carte clé dans le match-up. C'est plutôt que ça m'avantage, moi, de jouer en impair. Donc, en gros, le désavantage de ne pas commencer pour Shanks, c'est un peu nul. C'est plutôt que moi, ça m'avantage de commencer. Donc, je gagne le toss, qui me permet du coup de faire ma boucle 1, 4, 7, qui sort parfaitement, hein. Il me semble que je suis capable de développer... le cycle préférentiel de du coup tour 2 Zoro, tour 3 le Fitaro qui permet de descendre Sangoro qui va pouvoir piocher 3 ou 4 cartes dans ce deck là parce que je vais réussir à la fois à le défendre et à la fois PL au moment où il a eu une gestion sur mon board. Il a préféré enlever la puissance d'attaque, donc du coup de tuer mon Luffy-Taro plutôt que mon Sangoro, de par le fait qu'il avait peur que le personnage ayant trop de force puisse venir challenger plus facilement ses PV ou challenger plus facilement les cartes de son board. Et je pense après ça, on en discutait que c'était peut-être plus intéressant d'enlever le Sangoro, même si le Luffy-Taro tapait plus fort, parce que lui m'a apporté beaucoup plus de solutions dans cette game-là. Je sais pas si c'est définitif comme conclusion, mais il y a eu débat à ce moment-là sur le fait que peut-être que la gestion de son Ben Beckman aurait dû arriver sur Sangoro. Bref, du coup, moi, je fais une très bonne sortie. Je suis sur le play. De mon côté, du côté de PL, il passe les premiers tours vraiment à défendre seulement et à mettre des donnes sur son leader pour taper. Donc, il dépose pas beaucoup de board. Il ne me propose pas trop de play contraignants. Et surtout, sur les tours qui sont clutch, donc quand on arrive... vers le tour 8 et 10. Il y a vraiment des cartes qui sont assez significatives dans le match-up, comme Riley, qui va permettre de détruire des cartes sur mon board et de temporiser les attaques prochaines. Et j'ai eu la chance qu'il ne les trouve pas. Donc quand au tour 8, tu vois pas Riley, tu es assez content. Au tour 10, il n'a pas de Shanks non plus, qu'aurait pu venir trade favorablement un personnage. J'ai quand même pris Ben Beckman, du coup, sur le Fitaro plutôt que sur le Sangoro. Et Monkey D. Dragon, qui se paie le luxe, je ne connaissais pas la carte, de taper à 11 000 pour 8. Je savais que la carte existait, mais je n'avais pas forcément lu son texte. C'est pas une mauvaise carte, mais globalement dans le match-up, je pense que Riley est quand même hyper important, hyper impactant. Ce qui m'a permis du coup de... En fait, j'ai établi un board qui était large. J'ai défendu Sangoro qui m'a donné beaucoup de value en main. Cette value en main m'a permis de défendre mes personnages. Là où PL du coup a dû adopter une stratégie un peu contrôle, vu que mon board commençait à déborder. Et ça m'a amené assez naturellement vers la victoire. Je suis content de ne pas avoir vu ce Silver Riley.
Donc là, je me retrouve à 2 victoires et une défaite dans le tournoi. À l'issue des 3 rondes, c'est notre ami Nico qui était à 3-0 avec Green Bonnie. Comme c'était un tournoi à 8 joueurs, il devrait logiquement avoir gagné ce tournoi en 3-0. Normalement, à 8 joueurs, on ne fait pas de quatrième ronde, mais on est là pour le plaisir, c'est notre premier tournoi, on a envie de tous un peu jouer. Donc on se fait une quatrième petite ronde. Et là, j'affronte le poteau Lancelot, qui est à 2-1 avec Doflamingo. Euh, En plus du coup d'avoir une quatrième ronde, bah, ça me permet peut-être de remonter dans les standings. Là où si on avait cut à la fin des 3 rondes, ça aurait été victoire pour l'ami Nico. Et donc là, il joue Doflamingo, qui est le deck qui a pris le ban précédemment sur la dernière banlist, mais qui s'en sort toujours très très bien. En gros, on lui a enlevé le pattern de play avec Jimbe, qui permettait de flood le board plus facilement, mais du coup, il a acquéri quelques réponses spécifiques au format avec Gum Gum Red Rock, qui lui permet notamment sur des personnages impactants de venir euh, devenir juste les bottoms gratuitement, quoi. Donc c'est relativement une assez bonne carte. Donc ça rend le deck Doflamingo moins explosif, mais tout aussi résilient. C'est un match-up que je connais un peu parce que on a fait pas mal le match-up avec Lancelot la veille. Donc je sais très bien comment ça va se passer. On va tous les deux essayer de prendre le board et de taper globalement le plus rapidement possible dans les points de vie de l'adversaire. Est-ce que je gagne le toss ou est-ce que je le perds? Je crois que je le gagne, hein. J'ai beaucoup de chance sur ce tournoi sur mes lancers de dés. Du coup, l'idée de Doflamingo, c'est de pouvoir jouer des capitaines corsaires quasi gratuitement. En gros, tous tes capitaines corsaires sont des drop 4 avec des bons effets on-play. Et Doflamingo dit que si tu le équipes de don et que tu payes 1 quand il attaque, eh bien tu peux jouer une carte du dessus de ton deck gratuitement si c'est un capitaine corsaire de 4 ou moins. Comme tu as des effets qui vont te permettre de regarder et de structurer le dessus de ton pack, comme Baggy ou Perona, tu vas toujours faire en sorte d'avoir un capitaine corsaire, donc comme un Crocodile, un Trafalgar Law, une Boa Hancock ou un Edward Weevil sur le dessus de ton deck pour être sûr de pouvoir, eh bien, si tu dépenses tes 3 manas, de pouvoir jouer un drop 4, ce qui fait que tu as rampé de 1 quasiment à tous les tours. Mais c'est un peu mieux que ramper de 1 parce qu'en fait, c'est pas 3 à payer comme capacité, c'est 2 donnes et payer 1. Donc ça veut dire qu'au moment où ton adversaire, pour 3 ressources, il a trouvé un Captain Corsair à 4, qui va en plus avoir un effet sur le board, en plus de ça, il va venir te tataner avec une 7000 de patates. Donc c'est plutôt que pour 3, tu as joué un drop 4 et tu as mis plus de 1000 d'attaque sur ton leader. Et ça, c'est hyper puissant et juste Doflamingo brise les maths du jeu de par cette technique-là. C'est un jeu qui est plus tempo. On va dire que moi, Purple Luffy, j'ai aucune gestion. Je veux juste spammer des bodies très puissants et taper vite et bien avec les ressources que j'ai à disposition et notamment mes dons. Doflamingo, il a un peu cette prise de board aussi, mais lui va avoir accès à des gestions. Ça passera par Doflamingo. Alors Lancelot avait des Gravity Blade, qui était une bien meilleure carte d'ailleurs dans le match-up contre Purple Luffy, mais il les a pas touchés. Encore heureux. Ou des Red Rock, qui sont des cartes pareilles, qui sont capables de gérer n'importe quel body. Tu vois, c'est très utile contre Shanks ou Barbe Noire, notamment dans ce metagame, quoi. La game se passe bien, je crois que je fais la bonne sortie. Je fais tour 3, le Fitaro qui développe Sangoro. Je vous montre ici. Ce qui est le pattern de play qu'on fait 80% du temps, mais du coup, il y a 20% du temps où des fois, on n'arrive pas à assembler les deux. C'est quand même difficile, hein, avec un mulligan gratuit, des searchers et le nombre de cartes que tu pioches, ça arrive quand même régulièrement, mais bon, il se trouve que je le fais, ce qui me facilite la game. Tour 4, je refais le Fitaro. Cette fois-ci, je descends un Zoro-Juro. Ce qui fait que je me retrouve donc sur mon tour 4 avec 8 dons et un board donc du coup de double le Fitaro plus Zoro-Juro plus Sangoro et plus mon leader. Ce qui est quand même un board qui est hyper conséquent avec des stats qui sont hyper pertinentes et une carte qui est capable de faire de la value. Et à ce tour-là spécifique, c'est le tour où du coup Lancelot il a 8 dons actifs et donc avec ces 8 dons-là, il a la possibilité, s'il a Gravity Blade, de par le fait qu'il ait son Teach sur le champ de bataille, qui est une carte qui va te permettre de gagner 2 dons gratuitement en mettant une carte de ta main sur le dessus de ton pack, qui est censé être un défaut mais qui est un upgrade parce que tu peux mettre n'importe quel Capitaine Corsair pour être sûr de le toucher avec ton Doflamingo. Quand tu as 8 dons, si tu es capable de jouer Gravity Blade, qui est un événement qui peut bottom 2 cartes qui coûtent 6 ou moins, et bien dans ce cas-là, sur ton tour de 8 dons, tu peux décider de faire OK, pour cette Gravity Blade, je renvoie ton Sangoro et ton Zoro-Juro en dessous de ton pack. Je prends 2 dons, parce que c'est la capacité de Teach, je prends 2 dons épuisés,
je les mets sous mon leader. Le leader, il n'a pas besoin que tes dons soient actifs, hein, ils peuvent être épuisés dès lors qu'ils sont attachés. C'est juste que tu peux pas, toi, tu ne peux pas attacher un don qui est épuisé de base, mais si la carte Marshall nous dit qu'on a le droit de le faire, et dans ce cas-là, tu prends 2 dons épuisés, tu le mets sous Doflamingo, et avec ton mana restant, tu fais quand même ton attaque à 7000, tu fais quand même ton effet de spé un body, et tu fais quand même du coup ton effet pour 7 d'avoir bottom 2 cartes. Et ça, ce pattern de play, ce différentiel-là, ça brise totalement les maths du jeu et ça m'aurait mis extrêmement mal. Donc à ce moment où je fais mon deuxième Luffy Taro, qui se paie mon Zoro Juro et que j'ai ce board hyper conséquent, je sais que si Lancelot il répond par Gravity Blade, je vais passer un mauvais moment parce que il va pouvoir continuer lui à prendre le board tout en ayant une tempo de fou en enlevant mes 2 bodies. Et j'ai de la chance. Il n'a pas Gravity Blade dans la main, il a seulement Red Rock qui fait déjà un peu le taf. Et donc au lieu de bottom mes 2 bodies, il décide du coup de bottom mon Luffy Taro. Ce qui fait que je repars quand même avec encore un Luffy. Non, je crois qu'il bottom mon Sangoro. Il value plutôt le fait de ne pas piocher plutôt que la stat, je crois. J'ai un trou sur le fait qu'il fasse Red Rock sur le Luffy ou sur le Sangoro, mais je crois qu'il le fait sur le Sangoro. Ce qui fait que du coup que je peux passer le tour avec 2 Luffy Taro, un Zoro Juro et mon leader. Et globalement, ce tour un peu clutch, ce petit moment où il peut inverser la vapeur et venir reprendre le contrôle du board, malheureusement, il a pas réussi il a pas trouvé son Gravity Blade et ça me donne l'avantage pour la suite de la game qui finalement s'arrête pas tout de suite, hein. Je disais que la plupart du temps, Monkey D. Luffy, ça veut aller face, ça veut aller tout droit. Doflamingo, ça spam tellement de body, ça prend tellement de board que parfois tu es obligé d'attaquer les personnages de ton adversaire. Et là, j'ai dû aller dans une game où justement il y a eu un peu de trade game, quoi. J'ai dû d'abord, une fois que j'ai été chercher une partie de ses points de vie, derrière j'ai dû aussi aller chercher une partie de son board pour pouvoir éviter de mourir sur le comeback de mes attaques. C'était la game la plus close, la plus difficile que j'ai eu à jouer. Parce que la game que j'ai perdue finalement contre Bonnie, je me suis juste fait éclater, si tu veux, ça n'a pas été close, quoi. Ça a été la game la plus difficile de mon tournoi et je finis par m'imposer, mais c'est genre sur un fil. C'était hyper cool. Le match-up Doflamingo, Luffy, il est hyper amusant parce qu'il est hyper taxant mentalement. On veut tous les deux arracher les points de vie de l'adversaire, mais comme on est tous les deux des spammers de board, on est tous les deux obligés de se respecter un peu et de taper aussi dans nos personnages, ce qui amène du coup des games qui sont giga tournés autour de l'optimisation des dons et du board et ça laisse beaucoup de place aux compétences du pilote. Pardon. Donc c'était assez amusant. Donc du coup, c'est la fin de la 4e ronde. Je suis à 3 victoires et une défaite. À l'issue de ces 4 rondes vient l'annonce des résultats. Théoriquement, vu qu'à l'issue des 3 rondes, c'est Nico qui a gagné, qui était à 3-0 avec Bonnie et que du coup, il subit sa dernière défaite, notamment contre Yamato en ronde 4. Je suppose que les pairings le placeront premier. En plus, il y a une carte winner à gagner, donc c'est intéressant quand même de finir premier. Parce qu'en fait, là, on est plusieurs joueurs à 3-1. Je crois que Yamato est à 3-1. Donc, Nico est à 3-1 et moi, je suis à 3-1. Voilà, pour moi, celui qui gagne le tournoi, c'est celui qui a perdu en dernier et qui a fait 3-0 sur les 3 premières rondes. Et malheureusement, les pairings me mettent moi gagnant. Donc sur les pairings, c'est moi qui finis premier. Probablement, je pense, parce que c'est une question de résistance et de départage, tous les adversaires que j'ai joués faisaient partie du haut du tableau. Il n'y a personne qui a fini en dessous d'un score neutre. Personne n'était en négatif, tout le monde était en even ou positif. Yamato qui a battu Nico, qui m'avait battu. Moi, j'ai battu Yamato, et donc ça a dû jouer dans les résistances, ce qui, du coup, m'a mis premier dans l'événement. Mais en vrai, moi, à titre personnel, je trouve que c'est Nico qui a gagné ce tournoi. Parce que, comme je vous dis, hein, issu des 3 rondes 3Z, en plus, il m'a battu moi, quand bien même j'avais la meilleure résistance. J'ai trouvé ça légitime que ce soit lui qui remporte ce tournoi-là, quoi. C'était Melee qu'on utilisait pour les pairings, tout à fait Sposito, quoi. Donc voilà, c'était hyper amusant. Comme d'habitude, je me suis régalé. En vrai, je prends trop de plaisir à jouer sur
les sites TCG, les TCG émergents, que ce soit Star Wars, One Piece, Lorcana, qui est un TCG quand même que je suis d'un peu plus près depuis plus longtemps, mais c'est toujours un plaisir. Dès que je fais des petits tournois comme ça, je continuerai à vous partager mes aventures, débriefer les plays, le metagame, les decklists que j'ai joués. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous parle, si ça vous amuse, si vous passez un bon moment, si vous apprenez des choses, pour voir si je continue à le faire ou pas, voilà, tout simplement. Mais là, par exemple, j'ai un plus gros tournoi Star Wars qui arrive ce week-end, un Store Showdown. Donc peut-être que je vous le débrieferai si ces formats vous plaisent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Merci à tous de l'avoir suivi. Si jamais vous êtes directement en live, n'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire pour prétendre à la souscription du tirage au sort du bon d'achat de 80 €. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures multi-TCG. Merci à tous, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.